Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez profité de vos proches, de votre famille, de vos amis, ou si vous l'avez fêté tout seul, que vous vous êtes fait quand même une petite soirée cosy et que vous avez profité. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo critique de livres en rapport avec Noël. Ça va être une critique du livre Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc avant toute chose, je vais vous lire le petit synopsis. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin, et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Donc ce livre est une romance, on peut le voir à la couverture, au synopsis que je viens de lire, et ça va être un point qui va être largement discuté dans cette vidéo et critiqué. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, même si je pense que la plupart ont l'idée vu que c'est le calendrier de l'année dernière, c'est un calendrier de l'Avent livresque, c'est-à-dire qu'on doit ouvrir un chapitre par jour jusqu'au 24. Et ce concept m'a été introduit par ma meilleure amie Héloïse Lebrun. Donc je mets son Instagram juste ici et elle a un podcast qui vient de commencer, qui est vraiment très bien, lifestyle. Vraiment je vous conseille d'aller regarder et je dis ça en toute objectivité, je dis absolument pas ça parce que c'est ma meilleure amie, vraiment il est bien. Ça s'appelle J'ai rangé ma chambre, c'est sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller écouter si vous aimez les podcasts lifestyle, je suis sûre que ça vous plaira. Et donc vous entendrez sa voix dans cette vidéo parce que j'ai demandé son avis pour avoir plusieurs points de vue sur le livre parce qu'on a des avis qui divergent parfois et je trouvais ça intéressant de montrer les deux points de vue. Attention, cette vidéo va contenir beaucoup de spoilers. Après je pense que ça va pas déranger beaucoup de monde sachant que c'est l'édition de l'année dernière et que vous l'avez sûrement déjà tous lu. Mais petite précision pour ceux qui ne l'ont pas lu, si vous comptez le lire l'année prochaine à Noël, cette vidéo va énormément spoiler. Donc on va commencer tout de suite. Ce livre, je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Donc oui, c'est pas une note très haute. J'ai séparé cette vidéo en 2 parties, les points positifs et les points négatifs. Et on va commencer par le plus facile, les points positifs. Tout d'abord, ça va être le concept du livre, du calendrier de l'Avent lui-même. Moi, je connaissais pas du tout, mais apparemment, ça fait plusieurs années que ça existe. Et je trouve que l'idée d'un chapitre par jour jusqu'à Noël, c'est sympathique et c'est très pratique pour les lectures communes, notamment avec ma meilleure amie. On lit beaucoup de livres en commun, mais on n'arrive jamais à se caler sur le temps de l'autre. Il y en a toujours une qui finit avant l'autre et du coup l'autre doit attendre, etc. Alors que là, c'est simple, il y a un chapitre par jour jusqu'à Noël. C'est simple à suivre. Point positif numéro 2, c'est le fait que Augustin est un bon garçon. Augustin est gentil, compréhensif, respectueux avec Avril, notamment au sujet de sa greffe de cœur. On sait donc qu'elle est plus sensible, c'est un sujet central dans le livre, c'est qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop la brusquer, elle ne peut pas faire d'efforts trop grands. Et lui, il est très modéré dans ses prises de décision, il va pas dire « Ok, demain on va faire du jet ski » ou au contraire l'enfermer dans une bulle pour la protéger. Il est très modéré, il arrive à prendre des décisions assez matures et assez saines. Il arrive à lui faire découvrir à nouveau ce que c'est la sensation de vivre, d'avoir ce sentiment d'adrénaline, de se sentir vivant à nouveau, de pouvoir remonter sur des skis. Jusqu'alors, Avril avait extrêmement peur de remonter sur des skis parce que son premier accident cardiaque était arrivé lorsqu'elle faisait du ski, mais il a réussi, lentement mais sûrement, avec douceur et compréhension, à lui faire vaincre ses peurs et à la faire vivre à nouveau. Parce que jusqu'à présent, comme on l'a vu dans le synopsis, et on le voit pendant le livre, Avril avait l'impression d'être spectatrice de sa vie, de vivre dans une bulle, et en fait, plus vraiment de vivre. Le troisième point positif, c'est je trouve qu'il y a un rapport touchant entre Avril et ses parents sur certains points. Pas tous, et attention, on va y revenir. Ça va être notamment sur les thèmes de laisser sa fille qui a 19 ans. On comprend pas trop son âge, parfois ils disent qu'elle a 18 ans, parfois ils disent qu'elle a 19 ans, néanmoins bref, elle est majeure. Ça va être avec le fait d'aimer sa fille mais de lâcher du lest, de couper le cordon, de laisser sa fille être aimée, d'avoir son premier amour et de comprendre que son enfant sera toujours son enfant mais qu'à un moment il faut le laisser voler de ses propres ailes. Et je trouve que
ce sujet est bien abordé, même si je pense qu'il aurait pu être abordé avec un peu plus peut-être de subtilité, parce que là ça va quand même très droit au but, mais j'ai trouvé des moments touchants, notamment lorsque la mère d'Avril comprend qu'elle ne peut pas décider pour sa fille jusqu'à la fin de sa vie, qu'elle ne pourra pas contrôler les désirs, les envies, la vie de sa fille jusqu'à la fin de sa vie. Et enfin, elle comprend que Avril est une grande fille, qu'elle peut et doit prendre ses propres décisions dans sa vie et qu'elle ne pourra pas toujours contrôler la vie de sa fille. Et c'est pareil du côté du père, lui ça va être plus dans la partie laisser sa fille avoir son premier amour. Il va devoir comprendre un peu par la force que sa fille, oui, a 19 ans et elle a son premier amour, elle aime un autre homme que son père d'une manière différente, mais il le comprend, et avec beaucoup de difficultés certes, mais il l'accepte. Et le dernier point positif du livre, oui, ça fait peu, mais on va voir dans les critiques pourquoi, c'est que je trouve la phrase de fin, la phrase finale très touchante, ça rappelle le titre du livre. Je trouve que le cadeau d'Augustin est extrêmement mignon, c'est très cuculapraline, mais c'est très mignon, j'aime beaucoup, enfin j'ai trouvé ça très touchant, ça m'a décroché un sourire quand je l'ai lu, donc je pense que ça valait sa place dans les points positifs, j'ai trouvé ça mignon, le cadeau d'Augustin était chou, et la phrase finale conclut bien la romance. Maintenant, on va passer aux points négatifs, et là il y en a beaucoup plus, et c'est là où Héloïse va intervenir aussi. Le premier point, c'est la plume de Sophie Jomain. Comme j'ai déjà dit, elle est très droite au but, il n'y a pas vraiment de description de détails. Dans un chapitre, on peut avoir 14 événements principaux qui se passent, mais elle ne va pas creuser sur les points qui, je pense, sont essentiels dans une romance, les sentiments et les émotions des protagonistes. Et Héloïse, je vais mettre son témoignage juste maintenant, a le même avis là-dessus. Donc moi du coup j'ai pas encore fini le livre parce que j'ai pris du retard sur le calendrier, mais pour l'instant de ce que j'en ai lu, en toute honnêteté je suis un peu déçue que l'écriture est un peu trop simpliste, on va un peu trop droit au but, et je trouve que les sentiments des personnages, surtout de la protagoniste, sont pas du tout assez développés et pas assez nuancés aussi je trouve. Donc on n'a pas du tout accroché à l'écriture, à la plume de l'autrice, ce qui est dommage, parce que c'est souvent ce qui fait le charme d'un livre. Quand c'est une romance, c'est aussi important d'avoir les émotions des personnages, leurs ressentis, et les personnages manquent de profondeur. Je trouve que pareil, il y a des personnages, enfin pour l'instant encore je me répète, j'ai pas fini, mais je trouve qu'il y a des personnages qui sont pas assez développés alors que c'est des personnages hyper importants et qui sont, le deuxième protagoniste, je trouve que pour l'instant il est, enfin on sait pas trop ce qu'il aime, on dit vraiment, moi je trouve qu'il est pas assez développé. Peut-être qu'il manque un peu de caractère aussi, enfin pareil on connaît pas son caractère, on voit pas trop ce qu'il aime dans sa vie, ses hobbies et tout, mis à part du coup le ski, mais à part ça on est un peu en mode ok. Avril, on a saisi le projet, elle a plutôt de la profondeur, on comprend ses tourments, on comprend ses problèmes. Augustin, à part le ski et Avril, qu'est-ce qu'il aime? On n'a rien d'autre sur lui, on ne connaît rien, le personnage n'a pas de profondeur, je disais c'est un gentil garçon donc ok, il est respectueux, mais est-ce qu'il a des hobbies à part le ski? Est-ce qu'il aime autre chose que Avril et sa famille? Ça serait intéressant de creuser. Et les personnages secondaires, on n'en parle même pas, on n'a aucune information sur eux. Jeff, on en parle 3 fois dans le livre et 3 fois il est détestable. L'autre jeune fille, j'ai oublié comment elle s'appelle, du groupe d'amis, on l'entend 3 fois parler. On comprend pas vraiment son utilité dans le livre. Et je trouve ça dommage que des personnages soient inclus, mais qu'en même temps ils soient si peu approfondis. Et les personnages sont soit tout noirs, soit tout blancs pendant une bonne partie du livre, je dirais bien les 3/4. Et dans les derniers chapitres, ils changent du tout au tout. C'est un revirement de situation pas possible, on en reviendra un peu dans un autre point négatif, mais ils changent d'avis comme de chemise, et leur opinion change complètement, ils passent du blanc au noir en 3 pages. Donc ça manque de nuances, ça manque de profondeur, et il y a des personnages, on comprend pas vraiment ce qu'ils font là. Deuxième point négatif, c'est que l'histoire est prévisible dès la première page, dès le premier chapitre. Ma meilleure amie et moi, on avait prédit au moins 3 événements qui allaient se passer dans le livre. J'entends l'argument qu'une romance est souvent prévisible. J'ai lu pas mal de romances dans ma vie, il y a beaucoup de cas où c'est assez prévisible. Mais là, quand au premier chapitre on sait déjà comment ça va se terminer, ça nous gâche l'expérience du livre.
avec ma meilleure amie, donc spoiler, on avait déjà prédit que les parents d'Avril allaient se remettre ensemble. Et évidemment, c'est arrivé. Ce livre est prévisible de A à Z. Il n'y a pas vraiment de surprise. Ce qui est dommage dans une romance parce qu'on veut des rebondissements, on veut voir des choses où on ne s'y attend pas, on veut douter, mais là, à aucun moment on doute que Avril finira avec Augustin, que les parents vont se remettre ensemble, qu'à un moment, Augustin aura un accident qui fera que Avril, oh là là, elle se rend compte qu'elle est amoureuse. On sait. Et ça, on a pu le déduire entre le premier et le troisième chapitre. Ce qui est extrêmement dommage. Ensuite, un point sur lequel ma meilleure amie et moi, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est que moi, je trouve que Eva, le personnage de Eva, la meilleure amie de Avril, est infecte. Elle est infecte. C'est la pire meilleure amie qui existe. On va prendre l'exemple de leur dispute lorsque Eva se rend compte que Augustin sort avec Avril. Eva, donc qui est la meilleure amie d'Avril, a des propos inadmissibles envers sa meilleure amie, je trouve. En tout cas, des propos que je ne dirais jamais de la vie à Héloïse ou à tout autre de mes meilleures amies. Mais là, elle se permet de dire des choses, mais qui sont vraiment ignobles. D'un côté, on comprend la colère légitime de Eva. Avril ne lui a pas dit qu'elle sortait avec Augustin. C'est un point, ok, la colère peut être compréhensible. Néanmoins, la colère ne justifie pas d'insulter sa meilleure amie de tous les noms parce qu'on est contrarié. De dire à sa meilleure amie qui s'est fait transplanter un cœur qu'elle a perdu de sa gentillesse à cause de ce nouveau cœur, c'est une chose horrible à dire. J'ai jamais été transplantée d'aucun organe, mais j'imagine que ça doit être une chose ignoble à entendre, surtout de sa meilleure amie qui est censée être là pour elle dans tous les cas. Surtout que Eva, c'est une sacrée hypocrite parce qu'elle sort avec le meilleur ami de son frère. Donc Eva, je ne la supporte pas. Elle se mêle de choses qui ne la regardent absolument pas. Et là, on va venir au point auquel je suis en désaccord avec Héloïse. Pour moi, si on est amoureux de mon frère, si demain ma meilleure amie me dit qu'elle est amoureuse de mon frère, eh bien, amusez-vous, faites votre vie, tu seras toujours ma meilleure amie quoi qu'il en coûte, et de toute façon, ce ne sont pas mes oignons, ta vie amoureuse ne sont pas mes oignons. Et Eva, elle, se met entre les deux comme si elle était médiateur, comme si elle avait sa place à dire dans « Ah oui, Avril, tu peux sortir avec mon frère, Augustin, tu peux pas sortir avec ma meilleure amie. » Mais tu es qui, Eva ? Tu es qui ? Et donc là vient un point négatif de Héloïse, que je vais mettre juste là, c'est le fait que pour elle, Avril ne se met pas assez en question par rapport à son amour envers Augustin. Elle pense que Avril devrait se poser plus de questions morales et éthiques au fait de sortir avec le frère de sa meilleure amie. Elle en parlera mieux que moi. Le principal de l'histoire, c'est que la protagoniste tombe amoureuse du frère de sa meilleure amie. Donc c'est un peu un dilemme interne, je pense. Elle ressent quelque chose, mais d'un autre côté, elle n'est pas censée ressentir ça. Et je trouve qu'on ressent pas assez ce dilemme. Genre, elle est là, elle ressent quelques trucs et elle se dit ouais, ok, je fonce. Alors que moi, personnellement, si jamais je tombais amoureuse du frère de ma meilleure amie, je serais en dilemme, genre interne de fou. Et je me poserais 36 000 questions et j'essaierais de lutter contre mes sentiments, etc. etc. Alors que là, il y a pas de. Enfin, moi, je trouve que cette partie-là est vraiment pas assez développée sur ce qu'elle ressent, ce oui mais non, etc., etc. Et je trouve ça dommage. Donc, pour ma part, Eva a une vraie immaturité émotionnelle, elle réagit comme une enfant de 4 ans sous le coup de la colère. Et désolée, mais à 19 ans, on réagit pas comme ça, surtout quand on s'embrouille avec sa meilleure amie. Il y a des choses à ne pas dire, et surtout quand le sujet ne nous concerne ni d'Ève ni d'Adam. Selon moi. Alors mon troisième point négatif, ce sont les parents d'Eva. Donc on va faire d'abord la mère et d'abord le père, et pourquoi ce sont des points négatifs dans l'histoire. Les personnages en soi, attention, sont attachants. Ils ont énormément de facettes qui sont attachantes. Par exemple, on n'a aucun doute que la mère aime sa fille, mais elle est surprotectrice à un point où ça en devient toxique, psychologiquement et physiquement pour Avril. Donc j'ai fait une petite recherche sur l'immunodépression, car je ne suis pas professionnelle de ça, je n'ai jamais eu de proches ni moi-même qui avons été greffés d'un organe. Mais effectivement, après la greffe d'un organe, surtout le cœur, on doit prendre un traitement à vie, ce que Avril mentionne plusieurs fois, et elle n'a oublié qu'une seule fois de le prendre dans le livre, mais selon les médecins, ce n'était pas très grave. Néanmoins, c'est vrai que pour ces personnes-là, faire attention à leur santé physique est beaucoup plus important que pour des personnes n'ayant jamais subi de greffe ou qui ne sont pas en immunodépression. Donc évidemment, on comprend l'idée de protéger sa fille que la mère a envers Avril. C'est complètement légitime.
Néanmoins, il y a protection et surprotection. Et plusieurs études ont montré que la surprotection d'un enfant ou d'un adolescent immunodéprimé va ne faire qu'empirer sa santé psychologique et physique. D'un côté psychologique, ça va l'infantiliser et lui montrer que sa vie est contrôlée par ses parents. Ici, on comprend bien que la mère de Avril est là tout le temps. Elle est là constamment autour d'elle, elle vérifie ce qu'elle mange, elle vérifie quand elle sort. D'ailleurs, elle ne sort pas, elle a des cours à la maison, elle sort très très peu. Quand elle sort, c'est pour aller à l'hôpital pour faire ses tests réguliers. On comprend vraiment que Avril, qui a bientôt 19 ans, est infantilisée comme si elle en avait 10. Et donc ça a un poids mental sur la vie d'Avril. Elle l'exprime plusieurs fois, qu'elle a l'impression de vivre dans une bulle ou même dans une cage. Et là, donc ça c'est pas du tout mentionné dans le livre, c'est juste mes petites recherches à moi, c'est le fait que d'enfermer dans une bulle un patient immunodépressif, donc là par exemple sa mère l'interdit de manger trop gras, trop sucré, trop salé, enfin à peu près tout, elle mange des galettes de riz et des légumes sans sel ni poivre, elle n'a pas le droit au café, alors que les médecins, elles, lui autorisent, mais sa mère, elle, refuse catégoriquement parce que ça pourrait lui faire développer des maladies plus facilement. Sauf que, enfermé et isolé de tout risque, un patient immunodépressif va diminuer encore plus son système immunitaire, ce qui est donc complètement contre-productif. Donc cette attitude de la mère a un impact sur le physique et le mental d'Avril au long terme. Les médecins d'Avril sont beaucoup plus permissifs que sa propre mère. Ces médecins lui disent mais bien sûr que tu peux manger tel aliment, bien sûr que tu peux faire ça, tant que tu y vas doucement, à ton rythme, en vérifiant que tout va bien pour ton cœur. Sa mère, elle, refuse catégoriquement toute activité qui pourrait lui faire du mal, tout aliment qui pourrait lui déclencher une maladie. Elle l'enferme dans sa petite bulle protectrice. Maintenant, ça va être le père de Avril qui pour moi a des points négatifs aussi qui sont quand même flagrants. Il change d'avis comme de chemise. C'est dès que Avril arrive dans ce chalet, il lui dit il faut que tu reprennes ta vie en main ma fille, il faut que tu ailles faire du sport, que tu sortes, que tu t'amuses, que tu vives ma fille. Et dès que Avril commence à enfin revivre sa vie, il passe du tout au tout et lui dit tu te laisses trop aller, tu te rends pas compte, tu te mets en danger, qu'est-ce qui t'arrive, t'es en train de changer. Et il se mêle de ce qu'il ne regarde pas, c'est-à-dire la dispute que Avril a eue avec Eva, et il la blâme alors qu'il n'a aucun contexte sur cette dispute. Il sait juste que les deux meilleures amies se sont embrouillées, qu'elles ont arrêté de se parler pendant plusieurs jours, mais à part ça, il ne sait rien et il blâme sa fille pour cette dispute. Enfin, ce n'est absolument pas son rôle, sa fille est grande et sa vie amicale ne regarde que elle et ses amis. Et enfin, les deux parents ensemble, leur point négatif, c'est qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. La vie amoureuse d'Avril. Ils lui interdisent de revoir Augustin alors que leur fille a 19 ans. Ce n'est absolument pas leur rôle de dire si oui ou non leur fille a le droit de voir telle ou telle personne. Leur fille est une adulte. Et le fait que leur fille Avril les écoute pendant plusieurs chapitres me pose problème. Ils ont vraiment infantilisé leur fille de 19 ans en une enfant de 10 ans qui ne peut pas prendre ses propres choix amicaux, personnels et amoureux. Et le fait qu'ils lui interdisent de voir son petit ami qui lui a redonné le sourire, qui lui a autorisé à revivre sa vie, est pour moi un point tellement absurde. Les parents se mêlent de la vie amoureuse de leur fille alors que ce n'est absolument pas leur place, la vie amoureuse de leur fille qui est adulte, et son jardin secret c'est sa vie privée et elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut. Les parents peuvent donner des conseils bien sûr, mais de là à interdire à sa fille majeure de voir un garçon, ça me paraît un peu disproportionné quand même. Il y a un point négatif que je n'ai pas écrit dans mon script et je viens de m'en rappeler, c'est l'excuse que Eva utilise pour essayer de dissuader sa meilleure amie de sortir avec Augustin. C'est que Augustin est un coureur de jupons. Il aime bien les femmes. Et il y a une histoire avec une jeune fille qui s'appelle Mélodie, qui aurait eu une aventure d'un soir avec Augustin et qui aurait fait une tentative de suicide quelques jours plus tard, car celui-ci a dit qu'il ne voulait rien de sérieux. Mais il y a un point, des mots qui sont écrits et qui me posent problème. C'est écrit très clairement que Augustin était bourré.
Ils ne disent pas Mélodie et Augustin étaient bourrés, ils disent Augustin était bourré. Donc si Augustin était bourré, c'était pas un oui clair. Et personne ne questionne ce fait. Tout le monde blâme Augustin sur comment il a traité cette pauvre fille qui a fait une tentative de suicide. Mais le fait est qu'il était bourré lorsqu'ils ont eu leur relation sexuelle. Mais si quelqu'un est alcoolisé, la personne ne peut pas donner un consentement clair. Donc ici, il y a un grave problème qui est posé juste comme ça, là, dans le livre, comme si c'était rien de grave, alors que ça pourrait clairement faire état d'un problème en lui-même. Le fait que Mélodie, cette fille qui a fait une tentative de suicide, ait eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui était bourré et qui ne pouvait pas dire oui ou non. S'ils avaient écrit oui, Augustin et Mélodie étaient tous les deux bourrés, je me serais dit bon, erreur de jeunesse, bon, c'est dommage. Mais là, il y a juste écrit que Augustin était bourré. Ce qui pose problème. Ce qui est problématique. C'est pas un détail anodin de dire que la personne, notre frère, a eu une relation sexuelle alors qu'il était bourré. C'est pas quelque chose qu'on peut laisser passer. Faut creuser. Et en vouloir à son frère pour ça, pour avoir une relation sexuelle alors qu'il était bourré, j'ai l'impression qu'Eva se pose pas les bonnes questions. Elle devrait plutôt se demander, mais est-ce qu'il a vraiment pu consentir un vrai oui à cette Mélodie qui a couché avec lui? Et pour moi, c'est placé comme ça, comme un petit détail, comme une petite paillette. Et le fait qu'on n'en parle pas plus, que Augustin soit blâmé et qu'en plus ils doivent s'excuser pour ça, je me dis, mais en fait, on n'a pas toute l'histoire là. Parce que si Augustin était bourré, c'est qu'il y a un gros problème. Et le problème n'est pas parlé, c'est que le consentement n'était pas clair. Et Eva ne peut pas en vouloir à son frère pour ça. Parce que c'est pas de sa faute. Et le dernier point négatif de Un cœur pour Noël, c'est que la happy end arrive en 3 chapitres. Pendant tout le livre, Avril a ce conflit entre choisir entre Augustin et sa famille, choisir entre sa santé et se laisser vivre à nouveau. Et en 3 chapitres, sa mère redevient sensée, son père accepte son amour avec Augustin et Augustin retombe dans les bras d'Avril. Et Eva s'excuse pour ses propos ignobles et atroces envers sa meilleure amie, qui pour moi sont des excuses un peu faciles à mon goût, mais tout rentre en ordre en 4 chapitres. Je comprends l'idée des happy end, mais faut que ça vienne doucement, ça peut pas débarquer comme ça en 3 chapitres, parce que c'est bientôt la fin du livre, faut que les lecteurs aient une bonne fin de romance, ça marche pas comme ça, faut que ça se construise doucement mais sûrement. Là, c'était trop brusque pour qu'on ait toute cette joie de la happy end. L'entourage de Avril a été infect avec elle et Augustin pendant tout le livre, et dans les 30 dernières pages, tout redevient en ordre. Les parents d'Avril se remettent ensemble, Eva et ses meilleures amies Avril ne sont plus en embrouille, Augustin se remet avec Avril après leur petit break de quelques jours, le père de Avril accepte Augustin dans la famille, et la mère accepte de couper le cordon avec sa fille. C'est surréaliste, ça ne se passe jamais comme ça dans la vraie vie. C'est impossible qu'un entourage entier se remette en question sur la façon dont ils ont traité une personne. Ça ne marche pas comme ça n'a jamais marché. Et là, c'est trop brusque et trop irréaliste pour qu'on s'attache à cette fin et qu'on soit touché émotionnellement par cette histoire. On comprend que c'est la magie de Noël, c'est la magie d'une romance. Évidemment, les romances, ça finit souvent bien. Surtout quand c'est des romances de Noël, j'imagine. C'était ma première romance de Noël, mais j'imagine que ça finit souvent bien. Mais là, même l'excuse de la magie de Noël ne peut pas fonctionner parce que c'est trop brutal. Et en fait, ça paraît vraiment irréaliste, l'histoire ne paraît pas plausible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette critique vous a plu. J'ai peut-être été un peu dure, mais j'en attendais beaucoup pour ma première romance de Noël et j'ai été au final très déçue. On ressent un peu l'ambiance de Noël avec le ski, les montagnes, la neige, tout ça. Mais pour autant, on ressent pas vraiment d'attachement à beaucoup de personnages. Et il y a même beaucoup de personnages qu'on méprise et qu'on déteste tout au long du livre. Et je trouve ça vraiment dommage pour une romance de Noël qui est censée être plutôt joyeuse et en lien avec les fêtes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remets ici l'Instagram et le podcast de ma meilleure amie Héloïse Lebrun. Vraiment, allez voir, elle m'aide beaucoup pour mes vidéos, elle me soutient énormément. C'est une fille adorable avec énormément de talent, donc vraiment, elle mérite que son travail soit vu. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Encore une fois, profitez de vos proches, de vos amis ou de vous-même. Un petit moment seul, parfois, ça peut faire du bien. Je vous souhaite plein de bonheur. Bye!